C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Une délégation d'au moins 20 membres du Great Lakes Peace Forum, dont deux membres de la RDC, est arrivée mardi du 7 février 2026 à Mutobo, au centre de démobilisation des anciens combattants des FDLR. Devant les invités, Bigirimana Amos, 25 ans, ancien membre des FDLR, a raconté sa vie dans les jungles de la RDC et sa décision de rentrer chez lui au Rwanda. Suivant. Centre ya Buleusa. Mu centre ya Buleusa. Bambiri myaka 25 iko na 25 ans. Mungu turaho twese uno rubyiruko. Jinsi Mungu anatuona sisi wote gizi tuko bajene hapa. Twavuye hengi dutandukanye. Tulitoka fasi za mingi, fasi different. Arabaturutse muri za Masisi. Uko ni walitoka Masisi. Sud Kivu. Uko walitoka Sud Kivu. Za Ruchuru. Na Lubero. Twakoze mu gisirikare. Tulitumika mu kisoda. Noneho M23 jondi igezemo. Sasa M23 ilianza kamata nafasi zimoya. Ababyeyi turatatana. Tukakosana tena na familia zetu. Ndio twafashe umwanzuro, kimwe ndagera afata umwanzuro wo gutaha. Njo vile kila mtu personnellement alikuwa anakamata decision kwa mmoja. Tukajya kuri Monesco. Tukaenda ku Monesco. Bakatugeza nani ku mupaka. Banatufikisha ku douane. Kaza mpaka ndani nyiraga dufite bagize batwakira baduha imyambaro. Na sasa tulikuwa tunafika mara mbili, tulikuwa tunataka nguo na tupatia nguo. Turaza tugeze hano muri Mutobo. Na tukafika hapa Mutobo. Nabuno tumeze neza. Na hivi tuko bien. Kandi tuzataha mu rugo tujye gufasha kubana n'abandi kufatanye n'abandi kububaka. Na tunajua kwamba sasa tutakusa tunamaliza hapa, wataturudisha kwa nyumba zetu hapa kwetu na tuendelee maisha. Murakoze. L'ancien député Claude Lubaya, président de l'Union des démocrates africains, interpelle la médiation angolaise sur le cessez-le-feu annoncé sous l'égide de João Lourenço. Il demande des clarifications sur le mandat juridique, l'indépendance et la neutralité de la médiation. Jospin Hangu pour plus de détails. À la veille de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu annoncé sous l'égide du président angolais João Lourenço, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Selon Claude Lubaya, ancien député national et figure politique de l'opposition en RDC, des interrogations demeurent quant à la cohérence du processus et à la capacité de la médiation à s'imposer comme une autorité forte, impartiale, capable de définir et de faire respecter une ligne claire par toutes les parties concernées. La première question concerne la base juridique et politique du mandat de l'Angola. De quelle instance ce mandat procède-t-il? Est-il le fruit d'une décision formelle de l'Union africaine, d'une organisation régionale ou d'un mécanisme ad hoc? La nature, l'étendue et les limites de ce mandat doivent être clairement établies car la force d'une médiation repose avant tout sur la clarté de la légitimité. Quel est le degré réel d'indépendance de la médiation angolaise vis-à-vis du gouvernement de Kinshasa? Cette médiation agit-elle dans le strict cadre d'un mandat institutionnel clairement défini? Par quelle instance? Ou s'inscrit-elle dans une dynamique d'entente politique préalable entre chefs d'État? La question mérite d'être posée car toute médiation crédible repose sur une neutralité incontestable, a déclaré Claude Lubaya dans un communiqué. Il explique que dans l'hypothèse où le président angolais agirait sur la base de mandats issus d'un cadre ad hoc impliquant certaines parties prenantes directement concernées par le conflit, une telle configuration soulèverait des interrogations légitimes et risquerait d'éroder les garanties d'impartialité et d'équilibre indispensables à la réussite de la mission. En tout état de cause, la question de l'impartialité constitue un autre enjeu central du futur dialogue entre Congolais.
La médiation doit être perçue comme pleinement indépendante et strictement équidistante des parties en conflit. Si elle s'inscrit dans un cadre où certaines parties exercent une influence directe ou indirecte sur son orientation, sa crédibilité s'en trouverait fragilisée, compromettant ainsi la confiance indispensable à l'instauration d'un dialogue sincère et à l'aboutissement d'une solution durable, a renchéri le président de l'Union des démocrates africains. Par ailleurs, des interrogations légitimes subsistent quant au devenir du processus de Doha qui avait engagé plusieurs acteurs dans une dynamique structurée de dialogue. Ce processus a-t-il été formellement clôturé, suspendu ou demeure-t-il en vigueur? Dans l'hypothèse où il conserve une validité politique, quels en sont les acquis concrets et de quelle manière ceux-ci sont-ils pris en compte, le cas échéant, dans le cadre de la nouvelle dynamique de médiation? À maintes reprises, l'opinion publique a vu le gouvernement congolais et le groupe AFC M23 se rencontrer dans le cadre du processus de Doha, donnant lieu à la signature d'accords, des déclarations de principe ainsi qu'à la mise en place de mécanismes de suivi et de surveillance du cessez-le-feu. Les deux parties ont également co-signé des communiqués officiels saluant les avancées enregistrées et se félicitant des efforts de facilitation entrepris par le gouvernement qatari, s'interroge Claudel Loubaya. Dans ce contexte, une clarification s'impose de la part de la médiation congolaise. Ces garanties seront-elles établies en amont afin de créer un climat de confiance propice à l'ouverture des discussions? Pour Claude Loubaya, la décision du président Félix Tshisekedi de ne pas associer la CENCO et les CC à ces assises suscite des interrogations légitimes quant à l'équilibre et au caractère réellement inclusif du processus engagé. L'Angola, en assumant ce rôle, porte une responsabilité historique. Il lui appartient de dissiper toute ambiguïté, d'affirmer son indépendance et de garantir un processus crédible, transparent et équitable, a conclu Claudel Loubaya. L'Union européenne mobilise 81,2 millions d'euros pour répondre à la crise humanitaire dans la région des Grands Lacs. Le financement annoncé par la commissaire à la gestion des crises, Hadja Larbib, vise à soutenir les populations vulnérables de l'Est de la RDC et les réfugiés congolais au Burundi, au Rwanda et en Tanzanie. Blaise Bassabossé. Selon l'Union européenne, l'escalade du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo entraîne actuellement des déplacements massifs des populations. Les ressources alimentaires en eau et en abri sont presque épuisées et les femmes et enfants sont de plus en plus exposés à la violence et à l'exploitation. Alors que la commissaire en gestion des crises, Hadja Larbib, se rend dans la région, l'Union européenne mobilise 81,2 millions d'euros d'aide humanitaire dans l'ensemble de la région de Grand Lac. Grâce à ces nouveaux financements humanitaires, l'Union européenne fournira des services vitaux non seulement aux personnes les plus vulnérables qui se trouvent dans l'Est de la RDC, mais aussi aux réfugiés congolais qui sont contraints de fuir le pays. Ces financements permettra également de soutenir des projets d'aide au Burundi où la fragilité de la situation humanitaire continue de mettre en péril des communautés vulnérables, ainsi qu'au Rwanda et en Tanzanie, a déclaré l'Union européenne dans un communiqué. La commissaire Hadja Larbib est arrivée en RDC où elle a échangé avec les autorités congolaises. Elle se rendra également au Burundi et au Rwanda afin d'évaluer les besoins humanitaires les plus urgents sur les terrains et de plaider en faveur d'un accès humanitaire auprès de toutes les parties au conflit dans l'Est de la RDC. Cette visite fait suite aux discussions du Conseil des Affaires étrangères du 29 janvier, lors desquelles la commissaire a reçu le plan soutien des États membres pour sa mission en vue d'élaboration d'initiatives concrètes en matière de diplomatie humanitaire. Dans le cadre de cette visite,
il rencontrera de représentants du gouvernement de 3 pays et de partenaires humanitaires et s'y rendra sur les lieux de différents projets d'aide humanitaire financés par l'Union européenne, a précisé l'Union européenne dans les communiqués. Sur ces 81,2 millions d'euros, 68 millions serviront à financer l'aide humanitaire à l'intérieur de la RDC où les conflits et les déplacements des populations entraînent le besoin le plus urgent. L'Union européenne précise que ce financement permettra d'apporter une aide alimentaire ainsi que des soins de santé et nutritionnels d'urgence, de rétablir l'accès à l'eau, aux installations sanitaires et à des abris de base pour les familles déplacées et de soutenir les services de protection, y compris le soin aux survivants de violences et la protection des enfants. Un montant de 13,2 millions d'euros soutiendra le mesure régional d'aide aux réfugiés et renforcera la préparation aux catastrophes dans l'ensemble de la région de Grand Lac en aidant les partenaires à réagir rapidement aux nouvelles arrivées de personnes déplacées et aux situations d'urgence liées à la crise. La RDC est confrontée à l'une des crises humanitaires les plus graves au monde en raison de la persistance d'un conflit armé, des déplacements massifs des populations, des épidémies et d'une grande pauvreté. Plus de 21 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. L'insécurité alimentaire alarmante touche près de 28 millions de personnes. L'Union européenne reste un pourvoyeur de l'aide humanitaire de premier plan dans la région, ayant alloué 29,5 millions d'euros en 2025, dont la majeure partie a été destinée à la RDC afin d'apporter une aide vitale, non seulement en RDC, mais aussi aux réfugiés se trouvant dans les pays voisins. Enfin, parlons du Sénégal. Le vice-amiral d'escadre Omar Ouad a été installé officiellement dans ses fonctions de chef d'état-major général des armées sénégalaises. Il devient le premier marin à occuper cette station au sein des armées. Parmi ses priorités, le parachèvement du format 20-25, les renforcements de la posture sur le pivot Est ou encore la formation des ressources humaines de qualité. Reportage. Omar Ouad qui reçoit le fanion des armées, symbole d'une prise de commandement. Le nouveau chef d'état-major général des armées arrive dans un contexte de montée en puissance de cette institution militaire, mais surtout dans une période caractérisée par des menaces sécuritaires dans la sous-région. Officier pétri de qualité, il doit impulser une nouvelle dynamique aux forces armées sénégalaises. Officier de marine, vous avez été façonné par un milieu d'exigence absolue, la mer. Les vertus acquises en servant dans ce milieu imprévisible et parfois hostile, à savoir anticipation, responsabilité, cohésion et humilité, vous seront également précieuses pour naviguer dans les temps agités que nous vivons actuellement. Les armées sénégalaises ont pour principale mission la sécurisation de l'intégrité du territoire national, la protection des populations, la sécurité des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Pour mener à bien ces missions, il faut une vision des priorités. Actuellement, les armées se situent à une période charnière de fin de cycle de renforcement capacitaire avec la finalisation du format 2025 et d'amorce du plan de consolidation 2025-2029 visant à combler certains déficits. La deuxième priorité vise à renforcer notre posture sécuritaire orientale face à l'instabilité persistante au Sahel et ses répercussions directes sur notre sécurité nationale. Ma troisième priorité consistera à adapter la politique des ressources humaines. Les nouveaux métiers militaires, cyberopérateurs, analystes IA, techniciens drones, spécialistes guerre électronique bénéficieront de parcours de carrière spécifiques avec des passerelles civiles pour maintenir l'attractivité. J'accorderai une attention particulière aux centres, écoles, instituts de formation et d'enseignement. Le concept armée-nation sera consolidé davantage. Pour réaliser ses ambitions, le vice-amiral d'escadre peut compter sur le chef suprême des armées. D'ailleurs, le ministre des Forces armées insiste sur les rapports qu'il doit avoir avec l'autorité. Il est attendu de vous que vous éclairiez la décision politique avec rigueur et sans complaisance, en exposant avec clarté les menaces avec objectivité, l'état de nos capacités avec lucidité, les conséquences opérationnelles des choix envisagés. Il vous appartiendra aussi de traduire fidèlement les orientations politiques
en directives militaires claires, en plans cohérents et en actions efficaces sur le terrain. Pour ma part, c'est dans cette relation de confiance exigeante que j'entends mener avec vous, en ma qualité de ministre des Forces armées, la mission de veiller à la cohérence de notre stratégie et de renforcer la solidité de notre outil de défense. Pour terminer, le ministre des Forces armées attire l'attention du SEMGA sur les responsabilités des armées. Des armées qui doivent avoir une discipline, une rigueur, un esprit républicain, un sens du devoir, des fondements de l'institution militaire auxquels le chef d'état-major général des armées doit veiller en tout temps et en tout lieu. C'est tout pour l'actualité internationale de ce 18 février 2026. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la une des informations.